Bienvenue dans la session Finova numéro 5. Je me réjouis d'être votre hôte aujourd'hui et de pouvoir vous accueillir dans cette session. Nous sommes à nouveau dans de très beaux locaux où nous enregistrons la session d'aujourd'hui. Je saluerai également des invités tout à l'heure. Le numéro 5 de cette session Finova, ces sessions ont vu le jour pendant la pandémie comme remplacement pour nos fameux Finova Days. L'avantage de ces sessions en ligne, c'est que nous pouvons nous adresser à un public plus large. Nous avons reçu nombre de retours positifs de personnes qui ne font pas partie de la communauté Finova et qui utilisent ce format. C'est un peu différent que les Finova Days. Ce sont des sessions plus courtes d'environ 1 heure. Nous parlons aussi moins de nos produits, mais de sujets intéressants et qui sont d'actualité. J'aimerais faire un petit retour sur les dernières sessions de 2022. Nous avons commencé avec Banking, the Future is Now, donc une sorte de perspective de ce qui nous attend dans le monde de la banque. Ensuite, nous avons une session sur Value Networks, suivie par Man versus Machine, où on a parlé d'outils d'analyse, d'intelligence artificielle, Internet des objets. Et ensuite, le thème de la New Generation, qui s'est intéressé à la génération Z. Voir là aussi quels sont leurs besoins, le besoin de ces futurs clients de banque. Aujourd'hui, pour la 5e session, nous abordons la question des répercussions de la politique étrangère suisse sur les perspectives d'avenir de la place financière suisse. Donc un thème très vaste. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais voir ce que Finova fait, de quelle façon elle contribue à la place financière suisse et à la santé de cette place financière. Il y a 6 points qui me sont venus à l'esprit spontanément. Nous sommes une des premières fintech suisses fondées en 1974, donc ça fait 50 ans que nous travaillons pour la place financière suisse. Nous sommes également un employeur attrayant, aussi par rapport au New Work, à la flexibilité que nous pouvons offrir à nos collaborateurs et collaboratrices. Et nous produisons avant tout en Suisse. 80% du personnel, les développeurs, le service client et tout ça travaillent en Suisse. Et nous pouvons ainsi offrir des perspectives de développement à de nombreux talents suisses. Ensuite, du côté bancaire, on est très fiers de compter des banques de toute taille parmi nos clients. Et un des KPI importants pour la banque, le rapport coût-revenu, nous avons 13 de 15 banques avec un rapport coût-revenu le plus bas, travaillent avec notre logiciel. Et ce ne sont pas seulement des grandes banques, ce sont aussi beaucoup de petites banques, des banques régionales, des petites banques cantonales qui ont beaucoup de succès en utilisant notamment notre logiciel. Et je pense que là, nous offrons une grande contribution pour la place financière suisse, car la diversité des instituts bancaires fait également sa force, avec des acteurs régionaux, privés, et c'est un aspect essentiel pour l'avenir de notre secteur. Nous soutenons aussi des nouveaux modèles d'affaires, comme par exemple la banque Signum, une banque avec de la crypto-monnaie, ou alors la banque Radicant, qui a placé son modèle d'affaires sur les ESG. Nous développons également un nouveau système d'e-banking qui est piloté par la banque Variante, où on n'a même pas besoin de se rendre dans une filiale, où tout se passe via smartphone. Donc, ce type de... Nous voulons les soutenir. Et d'une façon
général, l'innovation est capitale. J'ai noté outils pour les conseillers. C'est parce que nous sommes persuadés que, à l'avenir, la Suisse peut se différencier grâce à son conseil. Toute l'équipe derrière le conseiller client, s'ils arrivent à répondre aux besoins du client, qu'ils les comprennent et peuvent trouver des solutions sur mesure, ça permet de nous différencier. Et nous aimerions contribuer à cette différenciation. Ensuite, les thèmes de l'open banking, où nous sommes peut-être un peu à la traîne en Suisse, mais nous avons des solutions. L'intelligence artificielle, Contovista vient renforcer la famille Finova avec ses solutions. Et nous avons là aussi des solutions qui utilisent, pour des banques qui n'utilisent pas seulement notre logiciel, mais aussi pour les autres, parce que nous croyons très fermement au thème des données et nous pensons que c'est un élément de différenciation important pour la Suisse. Nous croyons aussi au marché dans lesquels la banque n'est pas forcément l'acteur principal, mais un acteur important. Et là aussi, avec notre entreprise mère, la MSG, nous ouvrons pour ouvrir de nouveaux marchés et pour donner aux banques la possibilité de développer de nouveaux modèles d'affaires. J'arrive ainsi à mon dernier point, l'écosystème. C'est un élément capital pour la place financière. Il faut pouvoir réunir des spécialistes pour que les innovations effectuées aux quatre coins de Suisse, mais aussi à l'étranger, puissent être utilisées en faveur de la santé de la place financière suisse. C'est un point très important pour nous. On a une nouvelle équipe écosystème pour arriver à orchestrer ce point-là. Nous croyons au succès de la place financière suisse, mais j'aimerais voir aussi ce que pensent les experts. Et avant de passer la parole à nos experts, j'aimerais vous dire deux mots d'Alfred Escher, un grand pionnier de la Suisse. C'est le père quasiment de la Schweizerische Kreditanstalt qui est venu Crédit Suisse, mais il n'est pas devenu banquier parce qu'il aimait ça, il est devenu banquier parce qu'il voulait construire un réseau ferroviaire à travers la Suisse et avait besoin d'un autre projet. Donc ça s'est passé autour de 1850 et c'était un grand pas pour la Suisse. Et c'est, je pense, grâce à ça qu'on a pu avoir autant de succès et d'innovation en Suisse. Actuellement, les défis sont différents, ils sont peut-être plus importants que par le passé. Mais est-ce que la politique extérieure suisse peut contribuer en faveur du succès de la place financière? Ça, on va le voir avec nos experts. Et nous débutons directement avec l'exposé. Et dans ce cas-là, je me réjouis de présenter Madame Micheline Calmiret, qu'il ne faut plus présenter, ancienne conseillère fédérale, très engagée. Et elle va nous donner un regard derrière les coulisses. Je vous passe la parole, Madame. Mesdames et messieurs, cela fait 3 mois que la guerre en Ukraine a été déclenchée. En toute modestie, j'aimerais essayer de tirer un premier bilan sur les répercussions de cette guerre sur la place financière suisse. Mais pour commencer, quelques remarques générales. Les pays occidentaux excluent un engagement direct en Ukraine. Il y a un consensus large d'aider l'Ukraine et de lui fournir des systèmes de défense complexes. Mais les deux parties jouent avec la possibilité que la guerre s'étende. Le président ukrainien demande toujours davantage d'armes pour soit arrêter, pour nous donner le choix, soit d'arrêter la Russie ou de perdre l'Europe. De la part des États-Unis,
on veut essayer de pousser M. Poutine dans une guerre d'usure, une sorte d'Afghanistan qui affaiblirait durablement la Russie. La Russie elle-même menace d'une troisième guerre mondiale et conseille à l'Occident de ne pas aller trop loin. La réaction de l'Occident a été surprise et également pour le Kremlin. Elle a été rapide, forte et unie. Il faut toutefois pas se leurrer et savoir que cette union est vulnérable. Pour les populations concernées, les sanctions sont synonymes de hausse des prix de la nourriture et de l'énergie et une augmentation des dépenses pour les dépenses militaires. Partout en Europe, les budgets militaires sont augmentés. Mais où est-ce que ces budgets seront compensés et économisés? Juste milieu entre les budgets de la défense et les nombreux autres investissements nécessaires dans la durabilité, la crise économique ou le pouvoir d'achat. Les prix de l'économie ont sauté après la pandémie et la guerre les a menés dans un autre niveau encore. L'inflation qui en résulte va avoir des répercussions durables. Le conflit a augmenté les problèmes d'énergie dont l'industrie européenne souffrait déjà. La Commission européenne a mis en place des nouvelles pronostics économiques beaucoup moins optimistes qu'il y a quelques mois. La Banque centrale européenne va renforcer sa politique monétaire. Nous avons des taux encore négatifs, mais s'ils devaient devenir positifs, cela créerait une chute des assets et une crise du surendettement dont les pays émergents paieraient le prix fort. Ces problèmes économiques entraînent des problèmes sociaux, éventuellement le renforcement de mouvements populistes et des différences d'opinion au sein de l'Europe. Monsieur Macron a été critiqué en raison de ses contacts téléphoniques avec M. Poutine. La Grande-Bretagne se voit comme un pilier de l'Occident et choisit la confrontation avec la Russie. Ce type de tension pourrait s'augmenter encore. Le temps de la diplomatie n'est pas encore arrivé. La diplomatie ne peut pas être à l'œuvre lorsque les parties belligérantes pensent pouvoir gagner la guerre ou si la situation du conflit n'est pas assez grave pour forcer les États à faire un cessez-le-feu. Le risque de l'utilisation d'armes atomiques par la Russie est bien présent. Dans certaines capitales européennes, on a peur et on ne veut pas trop mettre M. Poutine sous pression. Si le conflit s'arrête trop rapidement, la Russie aurait davantage de territoire que ce qu'ils avaient en 2014. Un cessez-le-feu sur le fait que le territoire de la Crimée et du Donbass viendrait à la Russie. En outre, cela laisserait une Ukraine mutilée et affaiblie. La guerre en Ukraine s'enlise sans perspective de solution à court terme et provoque de graves crises énergétiques et alimentaires mondiales. Elle jette une ombre sur certains principes de la mondialisation, spécialisation régionale, chaîne de production fragmentée. La guerre met également à mal l'argument selon lequel le commerce favorise la paix. L'autonomie stratégique revendiquée en Europe pour l'énergie et les matériaux critiques, par exemple, reflète la priorité donnée au désengagement régional, voire national. Mais il s'agit aussi de réorienter les dépendances stratégiques.
L'Occident tente de rompre sa dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie en s'approvisionnant en pétrole et en gaz auprès des États-Unis, de la Norvège, de l'Algérie, de l'Arabie saoudite, de l'Iran, du Qatar ou du Venezuela. Il semble illusoire de parler de démondialisation. Cet autre visage de la mondialisation fait par contre naître le risque d'un découpage économique entre les pays occidentaux d'une part et la Chine et ses alliés d'autre part. La Chine, qui n'a pas condamné l'attaque de la Russie, risque de se retourner un jour en confrontation directe avec les États-Unis et l'Europe, notamment à cause de Taïwan. La guerre en Ukraine est aussi l'occasion pour la Chine de développer son autonomie politique et financière et d'être moins dépendante du dollar. Une dangereuse fragmentation de l'économie commence maintenant. Le commerce mondial continuera d'exister, mais la mondialisation a pris un coup. Mesdames et messieurs, nous vivons dans un monde aux risques globaux, où même l'État le plus puissant ne peut pas faire face seul aux pandémies, au réchauffement climatique, à la pauvreté, aux inégalités. Pourtant, le concept de souveraineté domine et signifie qu'en fin de compte, toute mesure visant à défendre le bien commun nécessite l'accord de chaque État. Et même ce système, avec ses défauts et ses lacunes, menace aujourd'hui d'imploser en raison de la guerre en Ukraine. Les Nations unies, l'OCDE, semblent dépassés et impuissants. L'invasion de l'Ukraine constitue une grave attaque contre l'ordre international. Elle est le point culminant d'une série de menaces contre la paix, la sécurité, la prospérité commune et le respect des droits de l'homme, incarnés par les organisations des Nations unies. Les Nations unies et l'OCDE, malgré leurs lacunes, sont des instruments de dialogue inclusif. Et, à cet égard, la suspension du Conseil des droits de l'homme et d'autres organisations internationales n'est pas un bon signal. La faiblesse du multilatéralisme est un facteur d'insécurité. Le droit international nous protège. Ce sont les règles qui s'appliquent de la même manière à tous les États qui garantissent notre sécurité. Faisons en sorte qu'il en soit toujours ainsi à l'avenir. Parlons maintenant des sanctions et de leurs conséquences pour la Suisse. Aujourd'hui, la Suisse condamne l'invasion de l'Ukraine, dénonce une violation du droit international et impose des sanctions. En cas de guerre en Ukraine, le droit de neutralité s'applique. Le gouvernement suisse interdit l'exportation de matériel de guerre vers les belligérants ainsi que le survol de son espace aérien par les avions militaires des parties au conflit. Elle applique les sanctions décidées par l'Union européenne. Si nous n'avions pas pris de sanctions contre la Fédération de Russie, coupable d'agression militaire, nous aurions certainement été la cible de mesures de rétorsion de la part des États-Unis et des pays membres de l'OTAN, car l'abstention de la Suisse aurait permis de contourner et d'affaiblir les sanctions américaines et européennes. Elle aurait signifié de se ranger du côté de l'agresseur. Ainsi, le 4 mars, la Suisse a imposé des sanctions à la Russie par voie d'ordonnance. Ces sanctions touchent les oligarques et gèlent notamment les avoirs des proches du Kremlin dans les établissements financiers suisses. Leurs avoirs accumulés en Suisse sont estimés à 150 jusqu'à 200 milliards de francs suisses par l'Association suisse des banquiers. Le catalogue de mesures comprend notamment le gel des avoirs des personnes physiques et des entreprises de Russie et de Biélorussie. Début mai, la liste comportait plus de 1000 personnes et organisations. Après plus de 5 semaines de recherche intensive, le secrétariat à l'économie n'a toutefois pu annoncer qu'un maigre montant bloqué de 6,3 milliards de francs suisses.
Un secret plane donc sur notre pays, le secret des oligarques. Il semble qu'il ne soit pas si facile de les débusquer, car ces personnalités super riches sont cosmopolites, elles se déplacent. Ils ne laissent pas dormir leur fortune sur un compte bancaire identifié à l'UBS ou au Crédit Suisse. Les raisons de ces difficultés sont connues. Les cabinets d'avocats, dont les membres sont tenus au secret professionnel. Le SECO, qui applique les sanctions en vertu de la loi sur les embargos, n'a pas de compétences policières en matière d'application et ne travaille pas de manière proactive. Il peut uniquement demander aux banques et autres acteurs de fournir des informations et de bloquer les comptes. Les banques sont donc chargées de signaler les comptes des oligarques sanctionnés et ces derniers les bloquent volontiers pour ne pas nuire à leur réputation. Le secteur bancaire et financier suisse a condamné la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Il a également salué les sanctions imposées à la Russie par le Conseil fédéral. Immédiatement après la promulgation de l'ordonnance du Conseil fédéral, les banques suisses ont analysé leurs données afin d'identifier les clients concernés. Force est de constater que même les constructions financières offshore complexes qui passent par des sociétés boîtes aux lettres, par exemple dans les Caraïbes, ne permettent pas non plus d'identifier facilement les véritables propriétaires des fonds. Et la Suisse est critiquée pour sa réticence, son hésitation. La Suisse, en tant que refuge de grandes fortunes, aide depuis longtemps des grands criminels étrangers et poursuit aujourd'hui cette tradition, refusant d'appliquer sérieusement les sanctions contre la Russie, selon une commission américaine dans laquelle siègent 18 parlementaires américains. Le gouvernement suisse a fermement protesté contre ces accusations qu'il juge insoutenables et infondées. Enfin, l'ordonnance interdit toute transaction avec des entreprises en Russie, à l'exception des transactions nécessaires à l'achat, à l'importation ou au transport de pétrole, de gaz naturel ainsi que de titane, d'aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium, de minerais, de fer. Cette disposition est d'une grande importance pour Genève, qui est un centre mondial important pour le commerce et le financement des matières premières. L'embargo partiel sur le pétrole russe décidé par l'UE aura sans aucun doute des répercussions sur ce secteur économique, même si la Suisse n'importe pas son pétrole directement de Russie, mais indirectement de l'Union européenne. En revanche, 80% du pétrole russe est négocié sur les places commerciales de Genève et de Zug. Il convient de noter que le champ d'application de ces sanctions est large, mais qu'il prévoit une série d'exceptions, notamment pour les opérations de financement des matières premières. Dans ces cas, le cadre juridique suisse s'applique. Au final, chaque banque est libre de conclure ou non un contrat avec tel ou tel partenaire en fonction de son modèle d'affaires et de risques encourus. Les sanctions prévues par d'autres pays, dont les États-Unis, jouent évidemment un rôle. À la question de savoir, mesdames et messieurs, si la place financière suisse est prête pour l'avenir, j'aimerais répondre que cela ne va pas de soi. L'application du régime de sanctions nous occupera probablement encore longtemps. Le secret sur les avoirs des oligarques cachés chez nous ne sera peut-être pas levé sitôt et pèse sur la réputation de notre pays, comme l'ont fait en leur temps les affaires d'évasion fiscale. L'ambassadeur des États-Unis en Suisse n'a-t-il pas déclaré récemment « Nous ne prenons pas cela à la légère » et personne n'a oublié qu'une banque suisse s'est vue infliger une amende de plusieurs milliards par une autorité étrangère pour de prétendues violations d'embargo. Je vous remercie de votre attention. Merci, Madame Calmiret, de ces propos extrêmement intéressants. Et j'ai écouté avec grand intérêt. Je
vous demande de bien vouloir vous asseoir avec nos autres invités de panel. On a mis le focus sur la politique étrangère de la Suisse et cet engrenage entre la politique et la place financière. Nous allons en discuter dans le cadre d'un panel. Donc, comme chaque fois, nous avons une intervention keynote et ensuite une discussion de panel. Nous passons donc à la deuxième partie intéressante, la discussion de panel. Alors, je souhaite, à part Madame Calmiret, la bienvenue à Christophe Basten, directeur assistant à l'Université de Zurich, et Monsieur Platzibat, qui travaille chez nous pour Emerging Business. On réfléchit sur les innovations et on les crée. Et tout cela est modéré par Andreas Schaffner, ex-rédacteur en chef de CNN Money et CEO. Alors, je vous donne la parole, Monsieur Schaffner. Bienvenue, mesdames et messieurs. Bienvenue à notre Finova Session numéro 5. C'est la 5e fois que nous avons cette session dans ce format. Je m'appelle Andreas Schaffner. Avant de présenter la participante et les participants, j'aimerais parler du sujet. Donc, on va parler de la Suisse, de la place financière suisse. Donc, la Suisse et sa place financière, il s'agit des deux. Donc, c'est un sujet que nous allons élucider de plusieurs côtés. Et il s'agit aussi d'analyser un peu les points de vue. Je vais vous ennuyer avec quelques chiffres. Alors, tout d'abord, la place financière, c'est un pilier portant de l'économie suisse. 10% du produit intérieur brut sont gagnés ici. La Suisse est la numéro 1 parmi les places financières. Et gère des fortunes. Et malgré la pandémie du corona, malgré ces difficultés, l'industrie se porte bien. 2020, nous avons géré 780 milliards de francs suisses, la moitié provenant de l'étranger. Alors, quelques faits. Sur les Suisses, encore quelques chiffres. Nous travaillons dans des domaines qui sont confrontés à des chiffres. 41 000 kilomètres carrés, 8 millions de personnes, produit brut intérieur, 742 milliards francs suisses. C'est énorme. C'est un pouvoir économique énorme et c'est un pouvoir financier énorme. Et si tout se réunit et si nous parlons de la forme de ces deux systèmes, nous pouvons dire, ah non, j'ai encore quelques autres chiffres. Nous avons 8 000 bunkers et 300 000 espaces de protection. Ce sont des chiffres utiles en ce moment. Alors, quelle est donc la forme de ces 10 systèmes? Alors, Madame Calmiret, est-ce qu'il faut vous présenter, ex-conseillère fédérale, ex-ministre de l'étranger? Elle a toujours travaillé pour une présence forte en Suisse et elle a poursuivi une politique de neutralité active. La Suisse, que je souhaite pour nous, c'est le titre d'un livre de vous. Je passe à vous, Christophe Basten, professeur assistant dans le domaine bancaire de l'Université de Zurich. Vous avez étudié à Oxford, Barcelone, vous avez fait un doctorat. Ensuite, vous avez passé 5 ans auprès de la FINMA, l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, avant de prendre la voie de l'enseignement. Vous menez des recherches sur des thèmes importants au cours des dernières années, les taux négatifs,
la régulation des banques, le cross-selling, les nouveaux produits. Cordial, bienvenue. Monsieur Platibat, vous êtes en fait le seul collaborateur de Finova parmi nous aujourd'hui et vous êtes le responsable du secteur Emerging Business chez Finova. C'est bien ça? Oui. Vous vous intéressez depuis longtemps au thème de la blockchain. Pendant vous avez analysé les répercussions de la blockchain sur le secteur financier et vous avez montré comment les instituts financiers pouvaient jeter des ponts grâce à ces instruments entre le monde bancaire traditionnel et le monde de demain. On verra aussi quelle est notre santé pour l'avenir. Nous arrivons à notre premier sujet qui nous intéresse tous. Il s'agit d'une situation très difficile, une situation de politique extérieure. Nous sommes en effet pour la première fois en situation de guerre sur sol européen, si on fait abstraction de la situation en ex-Yougoslavie. Madame Calmiret, je vais vous poser la question à tous après. Où étiez-vous le 24 février 2022? Bonjour, le 24 février, j'étais sur le plateau de télévision Blick TV et à la radio pour commenter le communiqué de presse du Conseil fédéral. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette conférence de presse qui est entrée dans les annales, car personne n'a vraiment compris ce que voulait le Conseil fédéral. Quelle politique il voulait adopter suite à la violation du droit international par la Russie. Et je me suis demandé si le Conseil fédéral savait ce qu'il faisait. Monsieur Baston, j'étais au bureau le 24 février. C'est rien de spectaculaire. J'ai regardé les nouvelles le soir. Je n'étais pas vraiment surpris, car des personnes de la région m'avaient souvent dit que ça risquait de se passer. Mais bien sûr, c'est quand même un choc au moment où ça arrive vraiment. Et chez vous, Monsieur Platibat? Je me trouvais à Lenzburg, j'allais au travail, et je me souviens que j'ai pas été productif ce jour-là. Je suis un peu plus jeune et je pouvais vraiment pas m'imaginer de connaître cette situation en Europe. Et pendant plusieurs jours, j'étais pas très productif. Restons sur le thème de la crise ukrainienne. Qu'est-ce qui a changé le 24 février au niveau de la scène internationale? Beaucoup de choses, d'autres pas. Ce n'est pas la première guerre sur le continent européen après la Seconde Guerre mondiale. Pensez à la guerre des Balkans. Ce n'est pas non plus la première fois que la Suisse a pris des sanctions économiques envers d'autres pays. La Suisse a pris des sanctions depuis les années 90 du dernier siècle, à chaque fois qu'il y a eu violation du droit international. Et ce n'est pas non plus la première fois que la Suisse accueille des réfugiés. Mais cette fois-ci, les réfugiés étaient plus proches de nous. Donc peut-être qu'on les a traités un peu différemment que des réfugiés syriens. Une autre chose s'est modifiée, c'est la réaction du monde occidental, c'était une réaction rapide et uniforme. Et ça, c'était relativement nouveau. Cette unité, il faut la regarder de plus près car elle est vulnérable. Le président français, Emmanuel Macron, a souvent été critiqué parce qu'il a eu de nombreux entretiens téléphoniques avec le président de la Fédération russe, même des critiques même d'autres membres de l'Union européenne. La Grande-Bretagne se montre comme un pilier de la lutte contre la Russie. D'autres États ne veulent pas forcément mettre la Russie le dos au mur, car il va falloir mener des négociations de paix
Et il ne sera pas possible de garantir la sécurité sur le continent européen sans la Russie. Donc il faut garder des canaux de communication avec la Russie. Il y a eu un autre changement qui me préoccupe beaucoup aussi pour la Suisse. La Suisse n'est pas une grande puissance et elle dépend pour sa sécurité sur le multilatéralisme, sur le système de sécurité collectif de l'ONU. Or, l'ONU s'est révélée impuissante dans cette guerre. Il y a déjà eu des prémices, mais on arrive là à un sommet en termes de violation de droits humains. Et comme on dit en français, l'ONU a été impuissante. Cela m'inquiète, car l'ONU pourrait finir comme la Société des Nations dans les années 20-30. Pour un pays comme la Suisse, qui se fonde sur l'égalité des droits et pas sur la puissance militaire, c'est une grande inquiétude. Je reviens sur cette nouvelle ère. En Allemagne, le chancelier utilise souvent ce terme de nouvelle ère, de changement. Qu'est-ce qu'il y a là derrière, à votre avis? Je ne suis pas une grande philosophe. Je suis plutôt pragmatique et je dirais que certaines choses ont changé, d'autres pas. Il y a déjà eu des violations du droit international. Cela a débuté en 2003 avec les États-Unis qui sont entrés en Irak sans résolution du Conseil de sécurité. Ensuite, la Russie l'a fait en Syrie, vous l'avez vu. Il s'agit d'un développement que nous observons depuis des dizaines d'années. La faiblesse du multilatérisme a débuté dès la fin de la guerre froide. Mais cette guerre a quelque chose de particulier en raison de la taille de la violation et des sanctions et l'unité du monde occidental. Mais encore une fois, cette unité est vulnérable. Et plus la guerre durera, plus les risques seront grands. Les risques de division augmenteront au sein des pays occidentaux. Nous avons des répercussions économiques de cette guerre qui entraînent dans son sillage une crise alimentaire et une crise énergétique. Et c'est ce qui rend cette guerre si particulière, car elle a des répercussions au niveau mondial. Et on l'ignore actuellement, mais c'est possible que cette guerre s'étende encore. Revenons à la Suisse. Si on regarde l'OTAN, l'UE, des nouvelles dimensions, des nouvelles dynamiques, qu'est-ce que ça signifie pour la Suisse? La Suisse n'a pas changé son attitude. C'est un pays neutre en permanence. Elle a une neutralité permanente. Et dans ce cas de guerre, la Suisse applique son droit de neutralité, c'est-à-dire nous interdisons l'entrée d'avions militaires dans notre espace aérien. Ils n'ont pas le droit de survoler la Suisse. Nous n'exportons pas d'armes aux parties belligérantes. Donc ça, c'est un point très clair. Et nous avons repris des sanctions économiques. Ces sanctions ne violent pas le droit de neutralité. Les sanctions économiques permettent de stopper l'agresseur. Si nous n'avions pas adopté de sanctions, ça signifierait que nous soutenons l'agresseur, car nous affaiblirions les sanctions de l'Union européenne et des États-Unis. Ces sanctions pourraient être détournées. Et à ce moment-là, nous aurions certainement des mesures de rétention des États-Unis ou de l'Union européenne, car ça signifierait que nous avons pris parti. La Suisse, en tant que pays neutre, ne prend pas parti.
Elle prend le parti du droit. Dans ce cas, nous avons une violation du droit international, une agression contre un État souverain, et c'est un moyen de remettre, les sanctions sont un moyen de remettre l'agresseur dans le droit chemin. Nous devons arriver à l'influencer. Mais le temps de la diplomatie n'est pas encore venu. Tant qu'un État ou que les belligérants ont l'impression qu'ils peuvent encore gagner quelque chose ou qu'ils peuvent gagner la guerre ou que les destructions, les morts, tant que toutes ces destructions ne sont pas encore assez importantes, ne font pas assez mal au pays, que le pays continue de vouloir maintenir la guerre, tant qu'on est dans cet état, il n'y a pas de chance pour la diplomatie. Je reste encore un moment avec Madame Calmiret, je m'adresserai à vous tout à l'heure. Revenons à la Suisse et à sa relation avec l'Union européenne, parce que c'est un point important au niveau de la politique extérieure et ça a des répercussions sur la place financière. Dans ce contexte de conflit, il y a une sorte de rapprochement à l'Union européenne. Est-ce que vous voyez ça comme cela aussi? Je ne suis pas certaine qu'on se rapproche de l'Union européenne. Nous avons des problèmes avec l'Union européenne. Nous avons interrompu nos négociations et devons trouver de nouvelles voies pour un partenariat avec l'UE. L'UE est la première priorité de la politique extérieure suisse. C'est un fait clair. Nous sommes au milieu du continent européen et nous ne pouvons rien faire d'autre que de trouver un chemin avec l'Union européenne pour un bon partenariat. Mais dans la situation actuelle, on peut attendre, mais je crains que plus on attend, moins les Suisses et les Suissesses seront europhiles et pro-européens. Mais l'Union européenne doit-elle aussi bouger? Pensez-vous qu'elle aura davantage tendance à bouger dans cette nouvelle dynamique issue de la guerre? Je crois que l'Union européenne a d'autres priorités que la Suisse. Je suis d'accord avec vous, l'Union européenne doit également montrer de la flexibilité, mais l'Union européenne est beaucoup plus grande que nous et nous négocions en tant que les négociations sont faibles, asymétriques, pardon, même si théoriquement nous menons des négociations d'égal à égal, mais nous sommes clairement plus faibles. Et en tant que ministre des Affaires extérieures, la voie bilatérale a toujours été difficile. C'est une voie semée d'embûches et d'obstacles. Ce n'est pas facile de parler avec l'Union européenne. Et pour que l'Union européenne soit plus flexible, il faut que nous puissions lui offrir quelque chose. Si nous adoptons une attitude égoïste et que nous voulons forcer notre position, c'est un no-go. Nous devons offrir quelque chose. La Suisse a un pays neutre, une capacité de médiation. Nous savons comment négocier, nous avons de bons diplomates. Lorsque j'étais ministre des Affaires étrangères, j'ai basé ma politique sur ces atouts. Nous sommes utiles pour la communauté internationale. Nous pouvons l'aider avec leurs relations avec la Russie, avec l'Iran. Nous avons été des médiateurs. Nous pouvons jeter des ponts. Et dans ce rôle-là, nous avons été très appréciés. Il faut avoir de la patience, avoir de l'argent et des bons diplomates. Alors, quand nous avons eu des difficultés avec l'UBS, on voulait avoir un accord. Donc, à la fin, nous avons eu l'accord UBS. Les Américains ne voulaient pas négocier. Hillary Clinton est venue et elle m'a dit, bah, ce n'est pas mon dossier, mais je veux
faire un effort pour avoir des négociations réussies parce que nous travaillons si bien avec la Suisse, avec l'Iran, l'Azerbaïdjan et la Turquie. Donc, en matière de politique étrangère, nous avons vraiment des bonnes relations et cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas avoir un accord dans le domaine des finances. Vous voyez, si nous sommes égoïstes, si nous ne donnons rien, donc on est dans une impasse. Il faut aussi donner quelque. Alors, cela pourrait aussi être une vision d'avenir que vous décrivez aussi en matière de politique étrangère. Mais la Suisse que vous souhaitez, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, ce que je souhaite pour la Suisse, c'est une Suisse consciente, une Suisse sûre de soi, une Suisse qui sait ce qu'elle veut, une Suisse qui s'engage, qui est solidaire envers les autres, capable de bâtir des ponts. Et dans le Conseil de sécurité, la Suisse peut jouer un rôle important. Nous pouvons montrer là comment nous luttons pour nos valeurs et ce que nous pouvons apporter à l'autre. Alors, la question pour vous, vision d'avenir, alors pour vous, pour vos domaines de spécialité, qu'est-ce que vous voyez pour la Suisse, pour l'étranger? Pour la Suisse, bon, d'accord. Je ne suis pas convaincue, même si cela a été dit en Allemagne, si c'est vraiment un changement d'air en termes politiques, la fin de l'histoire de la guerre froide, cette fin n'a pas eu lieu. Et maintenant, nous avons les disputes entre les grands pouvoirs et aussi sur le plan économique. Mes collègues ont dit qu'il n'y a plus d'inflation il y a quelques années et maintenant, nous avons le grand défi. Donc, nous avons l'inflation. La Banque nationale lutte contre l'inflation. Si on augmente les intérêts avec le surendettement, cela va causer des dommages sans doute et je pense que ici, historiquement, il faut penser à long terme et nous avons des défis politiques et financiers, économiques que nous avons déjà eu dans le passé et la Suisse a toujours su se débrouiller et j'espère que la Suisse va réussir aussi cette fois-ci. Et stabilité, de votre point de vue, donc la stabilité est un sujet important. Donc la Suisse est une petite économie avec beaucoup de négoces par rapport aux produit brut intérieur et c'est pourquoi la gestion de fonds est tellement importante, donc plus important par rapport à d'autres pays qui produisent beaucoup tout ce dont ils ont besoin. Je pense que la neutralité est très importante pour la gestion des fonds parce que celui qui apporte son argent en Suisse veut être sûr que l'argent n'est pas confisqué. Et ici, la neutralité est très favorable, très bon. Et nous avons eu le problème, George Bush a dit, celui qui n'est pas pour nous est contre nous. Donc, l'Occident et la Russie ont peut-être l'attente. On ne peut pas juste sélectionner les meilleures séries. Donc, c'est pourquoi je pense qu'il est raisonnable si la politique suisse ne se met d'un ou de l'autre côté, mais garde sa neutralité. Mais je pense que cela a des limites si les grands pouvoirs demandent de prendre part pour l'un ou pour l'autre. Alors, vision d'avenir pour la Suisse, de votre point de vue, d'un point de vue technologique, où est-ce que vous voyez la Suisse politiquement? Donc, on dit toujours regulation cannot pay to innovation. Nous sommes au cœur de l'Europe et innovation est parfois un peu lente et je souhaite que la Suisse devienne plus consciente de soi-même et profite de son avantage chez la blockchain. On le constate déjà, la Suisse a pris une position prépondérante, mais il s'agit d'autres secteurs où la Suisse peut avoir un peu plus de courage pour profiter de son autonomie et de son avantage. Alors, le pont entre place financière, politique étrangère, quelle est l'importance de la politique étrangère pour la place financière? Ben, la politique étrangère est importante pour les conditions cadres
pour l'économie suisse, pour la place financière suisse. Donc, mon expérience et cet accord avec l'UBS, aussi l'UBS a eu besoin de nous, a eu besoin de notre département pour les négociations. Donc, c'était une confrontation entre les normes juridiques américaines et de la Suisse. Les deux n'étaient pas compatibles et nous avons négocié cela et pour surmonter cet obstacle et nous avons réussi. Donc c'était un échange d'informations, remettre des données, mais c'était des sujets extrêmement sensibles qui occupent la Suisse parce que la place financière est importante pour nous, pour notre économie. Et ici, nous avons dû négocier. La chancelière allemande, Angela Merkel, a dit que la politique étrangère est aussi une politique d'intérêt. Oui, bien sûr. Et quand il s'agit de la place financière, c'est aussi politique d'intérêt, bien sûr. J'ai toujours quelques doutes quand on parle trop et je ne sais pas. Donc, cette politique étrangère, c'est de la politique d'intérêt parce que nous avons des valeurs, c'est bel et bien. Nous sommes le noyau de la politique neutre. Donc, nous renonçons à une force, à un pouvoir militaire et nous misons sur le dialogue. Nous avons la démocratie directe, nous avons le fédéralisme, etc. Nous sommes un pays qui repose sur les droits de l'homme. Mais la politique étrangère est aussi la défense de nos intérêts. Ce ne sont pas uniquement les finances, c'est aussi l'économie. Donc, parfois, on a dit les deux ne sont pas compatibles, économie, finance, politique étrangère. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc, si vous voyez maintenant les risques, ce sont des risques globaux, changement climatique, pandémie, injustice dans le monde. Nous ne pouvons pas surmonter ces problèmes tout seuls, même si nous étions le plus grand pouvoir dans le monde. Ça serait impossible. Nous avons besoin des autres, travailler avec eux et aussi la place financière a besoin de la politique étrangère et a besoin de la WTO et avec l'Europe, avec l'Union européenne. Il manque un accord pour les finances. Alors, politique étrangère, politique d'intérêt, du point de vue des banques, est-ce que vous avez l'impression que les banques sont défendues vers l'extérieur? Nous n'avons pas d'accord en Nord Stream. Madame Calmiret parle d'un accord avec l'Union européenne. Est-ce que vous ressentez cette défense des intérêts aussi vers l'extérieur? Alors, la régulation des banques et leurs principes sont décidés à Bâle, du comité de Bâle. Et ensuite, il y a encore une certaine marge par rapport à la mise en œuvre selon le pays et la juridiction, mais la marge n'est pas très grande. Mais il y a quelques aspects où la régulation est différente par rapport aux États-Unis et à l'Union européenne. Mais bon, les différences ne sont pas immenses. Il y a quelques semaines, j'ai rencontré Swiss Finance X Index et on a comparé les régulations avec l'autre pays OECD. Donc, une des mentions avec les grandes différences était le blanchiment de l'argent et nous avons discuté si c'est bien ou mal. Et bon, j'ai l'impression qu'à la fin du jour, si les États-Unis ont des régulations plus strictes, il y a toujours le risque que les établissements là-bas violent les règles. Je pense que 2 semaines après la discussion, le Congrès des États-Unis a augmenté la pression et je pense on ne peut pas régul- avoir une régulation trop différente. Il faut aussi être compatible avec les restes des marchés. Il faut avoir un accès au marché européen et les banques suisses ne peuvent pas contourner le US Department of Justice.
Alors, la capacité d'innovation dans le domaine des finances, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je pense, en Suisse, on est autonome sur le plan technologique. Donc, dans le blockchain, on ne peut pas dire qu'il y a une loi suisse ou une loi américaine, hein. Donc, il faut commencer à travailler globalement. Madame Calvi-Rey l'a déjà dit, nous avons maintenant des sanctions. Nous voyons maintenant que même sous forme de devises crypto, l'argent va aux Russie. Mais bon, avec crypto, on peut envoyer 10 à 20 millions et on constate que aussi, avec la globalisation, nous avons besoin des accords globaux et aussi en termes de politique étrangère, il faut voir comment définir des règles qui ont une validité globale. Qu'est-ce qui se passe sur la place financière? En résumé, qu'est-ce qui se passe? Bon, le problème principal que nous avons, c'est le commodity trading à Genève et à Zug. Nous avons les grandes bases. Nous avons besoin des matières premières, le pétrole, le gaz, le blé. C'est ce que nous constatons, c'est que les commodity traders suivent, respectent les sanctions et que quelques traders partent pour Dubaï. Et nous constatons que nous devons respecter les sanctions. Par contre, nous devons aussi compter avec le fait que quelques-uns vont à l'Est. Alors, un peu plus en arrière, qu'est-ce qui se passe sur la place financière en termes d'innovation? Vous avez parlé de blockchain, de fintechs. Finova aussi, un des premiers fintechs. Qu'est-ce qui se passe ici? Ce que nous voyons là, au cours des derniers 10 à 15 ans, le modèle a été très traditionnel, investissement, prévoyance, et ensuite les processus se sont améliorés avec la technologie. Nous avons après eu la cloud. Maintenant, les barrières ont été réduites pour l'entrée dans le domaine financier. Donc, la chaîne de valeur est décomposée. Pour chaque activité, nous avons maintenant un fintech. Et cela ne se passe pas uniquement sur le secteur financier, aussi dans d'autres industries. Alors, avant, ce n'était pas uniquement le banking. Et nous travaillons maintenant dans des écosystèmes pour satisfaire les besoins des clients. Et pour la première fois, nous voyons que les modèles changent. Le modèle d'affaires, les banques nous n'offrent plus uniquement le banking, mais toute une customer journey. Les Asiatiques ont une avance. Ils ont depuis 2018 des places de marché. Donc, on peut faire un login, on peut choisir même un immobilier. Donc, je peux même déménager avec ma banque. Je peux choisir tout via ma banque. Et ça, c'est le plus grand changement. Donc, maintenant, les banques doivent commencer à penser de manière plus globale pour satisfaire les besoins du client parce que banking, c'est toujours un means to an end. Alors, la technologie, si vous permettez ces questions de numérisation, quel est le moteur derrière tout cela? Est-ce que c'est l'innovation parce que les régulateurs veulent que mes Excel sheets sur papier sont mis à la poubelle? Quel est le moteur derrière? Il ne semble pas, de mon temps à la FINMA, que la régulation joue un rôle important. Il me semble que c'est plutôt le changement technologique qui est important. Comme vous l'avez mentionné, je fais des recherches sur le cross-selling avec des données qui viennent de Norvège. Et là, on voit que la banque voit que tel et tel client est davantage enclin à l'avenir de prendre une hypothèque. Et donc, ils essaieront peut-être de ne pas lui imposer des taux négatifs. Mais vraiment, on a un client pendant des années. Et ça, c'est le cas en Norvège, mais je pense aussi en Suisse. Or, ça, il y a une transformation actuellement. En Suisse comme en Norvège, il n'y a pas de Payment Service Directive 2 comme en Europe, mais il y a d'autres réglementations qui augmentent la transparence, qui facilitent aussi aux clients le changement de banque.
Et je constate que les clients changent davantage de banque et ils achètent davantage de produits de différents prestataires. Et ça apporte à la fois des risques et des chances, car je ne peux pas me reposer sur mes lauriers et me dire que je vais conserver ce client pendant 30 ans, mais je peux regarder pour quel produit j'ai un avantage comparatif et je peux collaborer avec d'autres prestataires. Et comme ça, on est complémentaires. Donc, on constate qu'il y a une disruption sur le marché et aussi au sein de cette industrie. En parallèle, il y a la pression qui vient de l'extérieur. Quelle pression est la plus forte? C'est difficile à dire, je crois qu'il y a les deux. Nous n'avons pas cette régulation open banking avec l'Union européenne. Ça a donné un peu de temps aux banques suisses. Mais tout comme avec les autres régulations sur le blanchiment d'argent, etc., une fois que l'évolution est en marche, on ne peut pas rester un îlot pour toujours. Cette histoire de open banking va venir de plus en plus aussi en Suisse et il me semble plus pertinent de se préparer dès maintenant plutôt que de refuser de repousser le problème. Vu de l'extérieur, est-ce que cette pression est vraiment très forte? On parle de guerre économique des fois. Oui, lors de la fraude fiscale, les histoires de fraude fiscale, on a vu aussi ces histoires de régulation. On est toujours resté tout à l'arrière du train. On se cachait la tête dans le sable en tant que gouvernement. On considérait le secret bancaire comme sacré et tout à coup, on a tout abandonné. Et lorsque je passe de conscience de nos valeurs pour la Suisse, nous avons des compétences, nous avons des connaissances spécialisées, nous avons des grandes et des petites banques. Et je ne comprends pas pourquoi nous restons à l'arrière plutôt que d'être parmi les précurseurs, de participer aux discussions au niveau international. Nous présentons nos idées, nos perspectives d'innovation. Et là, au final, on s'en sortirait beaucoup mieux, on aurait une meilleure réputation, plutôt que d'être toujours les derniers de classe et ceux qui freinent. Et le pire, on dit non, après on accorde tout, et après on essaye de récupérer deux, trois choses. Non mais, est-ce que je peux être un peu méchant? Est-ce que vous avez dit une fois aux Américains, dans le cas de Delaware, vous n'étiez pas non plus complètement propre? Est-ce que vous leur avez dit ça? Est-ce que vous avez dit ça à Hillary Clinton? Oui, non. Mais regardez ce qui s'est passé à Delaware. Oui, c'est vrai, mais vous ne pouvez pas avancer comme ça. Nous sommes un petit pays. Ce que nous avons pour nous, nos atouts, sont nos capacités d'apporter quelque chose. Et dans ce domaine financier, nous sommes forts. Nous avons les connaissances, nous avons les compétences et nous avons les diplomates. Nous pouvons faire quelque chose et je ne comprends pas pourquoi nous hésitons tant. Nous avons répondu à ces questions de politique extérieure. La disruption vient aussi du côté technologique. Est-ce que c'est une menace pour le système? Comment vous voyez ça? Oui, on a deux exemples. Il y a ESG et blockchain. On a dit que la Suisse était petite, mais c'est aussi un avantage. Pour ESG, l'Union européenne est plus loin que la Suisse au niveau des régulations. Et nous avons eu de la chance avec la blockchain qui avait Crypto Valley. On a pris le train, on en est à Zug et on a un taux d'imposition bas et là, on peut utiliser cet avantage. Et là, on voit comme la façon intensive dont la FINMA travaille avec Crypto Valley. Et donc, dans le domaine blockchain, on a vu ce que pouvait faire la Suisse. FINMA peut être innovante. Et en comparaison internationale, nous sommes très devant, très à l'avance. Au niveau des crypto-monnaies, nous avons des crypto-banques.
Et là, je crois qu'il faut arriver à élargir ces innovations, car nous avons le potentiel. Oui, la technologie amène des nouveaux modèles d'entreprise. Oui, absolument. Et il faut être parmi les premiers et voir quelles sont les implications et ensuite régler en tant que FINMA. Et après, on peut dire que la disruption se passe lorsque les clients vont de A à B. Mais là, il faut voir ce qui se passe et arriver à éviter la disruption. La question est aussi de savoir où est-ce qu'on est tellement bon, où est-ce qu'on a un avantage pour pousser davantage encore nos performances et nos atouts. Par exemple, on a parlé d'écosystème, on a pu interagir dans l'écosystème. Je crois aussi cette connaissance et nos connaissances en termes de conseil client, c'est une de nos forces. Aussi, la gestion des données qui doit rester en Suisse, qui n'est pas exportée ni en Asie ni aux États-Unis. Et je pense que tout peut être orchestré également depuis la Suisse. Donc un conseil numérique, on peut interagir avec Dubaï. ESG est également un thème durable car le développement durable est quelque chose d'essentiel. Voir un peu quelles sont les tendances qui viennent sur nous et voir comment on peut répondre aux besoins des clients. Nous avons l'intelligence, la gestion des données, la blockchain et l'ESG. Ça, si on arrive à le mettre en lien avec nos compétences de conseil, je crois qu'on est en très bonne position. Où est-ce que vous voyez les forces de la Suisse ? Je crois que le conseil client est quelque chose de très bien, aussi au niveau international, mais aussi pour les clients suisses. La loyauté des clients était très grande jusqu'à présent. Et il y a aussi une grande confiance de la part des clients, ce qui n'est peut-être pas évident pour les startups. Et je suis toujours un peu sceptique par rapport à quand on dit ça c'est bon et ça c'est pas bon. C'est clair qu'à l'université de Zurich, on fait beaucoup de recherches par rapport à ESG, mais à la fin, de quoi s'agit-il vraiment? C'est pas très clair. Et je plaide davantage pour davantage de transparence de la part des banques et qu'elles avouent aussi où sont leurs faiblesses. Car sinon, on pourra leur reprocher de faire du greenwashing. Il ne faut pas forcément avoir des intérêts de profitabilité là derrière. Le monde est complexe dans ce domaine-là et il vaut mieux être transparent et avouer qu'on est conscient qu'il y a encore des risques. Et ensuite, l'utilisation des données, ça a certainement encore du potentiel d'être davantage exploité. Je vois davantage de potentiel aussi pour arriver à voir à l'avenir les potentiels du client futur. Pour moi, en tant que client, les données représentent beaucoup de chances, mais elles sont aussi un risque. Je suis toujours sceptique lorsque je sais que Google a mes données et je me demande toujours ce qu'ils font avec mes données. Et dans ce cadre-là, il y a certainement aussi un rôle pour la régulation. Vraiment clarifier très clairement, on peut faire qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis de faire avec les données du client. Madame la conseillère fédérale aussi, la question de l'avenir de la place financière. Aussi peut-être de votre vue de Genevoise. Voilà, une vue de Genève. On a le problème de l'application des sanctions par rapport au commerce des matières premières. Ça, c'est une question qui reste ouverte. Jusqu'où on peut aller
Est-ce que c'est comparable à l'époque où il y avait la question du secret bancaire? Alors, je me souviens bien de l'époque du secret bancaire et les sanctions. On n'a pas encore arrivé, on n'a pas réussi à se libérer du secret qui plane autour de l'argent des oligarques. Et il y a un risque, tout comme au niveau de la fraude fiscale, de souffrir au niveau de la réputation, car les critiques sont vives. Les critiques des États-Unis sont vives. Le Conseil fédéral a dit qu'elles étaient injustifiées, mais malgré tout, on parle de ces 6,3 milliards et l'union bancaire estime la fortune des oligarques à 150 ou 200 milliards. Ça fait une énorme différence. Or, la question se pose, où est la différence? Donc, c'est certainement néfaste pour notre réputation. Et l'ambassadeur américain en Suisse a dit qu'on ne pouvait pas prendre ça à la légère. Et c'est vrai que ça me fait du souci. Je crains qu'on pointe la Suisse du doigt, qu'on dise que la Suisse ne se tient pas aux règles du jeu et est uniquement intéressée par son propre avantage matériel. Cela, ça me fait un peu peur pour l'avenir de la place financière. Vous avez mentionné le secret bancaire. Il y a quelque chose qui s'est passé. La place financière s'est transformée. Donc, je pense que la pression extérieure a certainement été bénéfique. Oui, le secret bancaire a été annulé. Ce business model n'était pas reconnu par les autres États, donc on a dû y renoncer. Mais j'ai regretté que nous ayons été aussi lents et aussi résistants. Si vous regardez une série à la télévision, lorsqu'on parle de blanchiment d'argent, il y a tout de suite un compte bancaire en Suisse. Et c'est vraiment une question de réputation de la place financière. Lorsqu'on parle d'argent, on parle de confiance aussi pour les clients. Et si on ne peut plus avoir de confiance au niveau international, ce n'est pas bon pour notre place financière. Mais je ne vous laisserai pas partir sans avoir une touche positive. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a eu des transformations, des changements positifs? Oui, absolument. Nous avons embrassé les standards internationaux dans l'échange de données, mais nous avons été hésitants et nous n'avons pas réussi à corriger la mauvaise réputation que nous avons. Je vous remercie, Madame l'ancienne conseillère fédérale. Merci à vous pour la discussion intéressante. C'était la session numéro 5 de Finova. Au revoir et à très bientôt.